Maintenant céder la parole à au maire de la municipalité de Baie-du-Fer et préfet adjoint de la MRC de Nicolet-Yamaska, Monsieur Claude Lefebvre. Faut que je mette mon son quand même. Merci Marie-Claude, merci. Mais d'abord, en fait, c'est pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des citoyens présents aujourd'hui pour prendre part à cette importante consultation publique sur l'élaboration de notre plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, collectivement, nous serons appelés à participer à la réflexion sur les stratégies que nous devons adopter à l'échelle de notre territoire pour atteindre d'ici 2031 les engagements de conservation qui seront désignés dans ce plan. Ainsi, je vous rappelle qu'il s'agit d'un plan non réglementaire dont on souhaite atteindre les objectifs d'ici les 10 prochaines années. Il s'agit donc d'élaborer une vision à long terme qui permettra à notre MRC de toujours mieux planifier ses actions d'aménagement, de développement et de conservation de ces milieux naturels. Notez qu'une fois ce plan déposé en septembre 2021, nous ferons tout en notre pouvoir pour communiquer et faire connaître nos intentions aux citoyens et aux propriétaires terriens qui seront directement affectés par la démarche. Ceux-ci seront accompagnés par la MRC dans le but de trouver le meilleur moyen d'agir pour un développement qui tient compte de la conservation des milieux naturels. En terminant, je vous rappelle que le PRMHH est une exigence établie par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques auquel l'ensemble des MRC du Québec doivent souscrire. Merci de contribuer à cette vision d'avenir pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Je vais maintenant céder la parole à Stéphanie Laure pour la suite de la consultation. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour tout le monde. Je suis Stéphanie Laure, je suis conseillère en environnement à la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la consultation, c'est de vous consulter sur le plan d'action du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, on va débuter par une présentation qui va résumer les informations disponibles d'environ 20 minutes. Ça va s'en suivre une période de questions, puis ensuite, on va y aller avec la période de consultation sur le plan d'action qui devrait durer un maximum de 2 heures. Donc, le plan régional des milieux humides et hydriques, qu'on appelle aussi le PRMHH, c'est un document de planification qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques dans l'aménagement du territoire. Il permet également de mieux comprendre les enjeux, d'identifier les actions à poser pour la conservation des milieux humides et hydriques. Et c'est un document qui est encadré par la loi sur l'eau, la loi provinciale. Le document a pour objectif final de tracer le chemin à parcourir pour conserver les milieux humides et hydriques d'ici 2031. Donc, la durée du plan est une durée de 10 ans. Excusez, j'ai perdu. OK. Donc, on vous invite à consulter le site web www.patrimoinenaturel.ca pour obtenir plus d'informations sur la démarche, mais également pour pouvoir consulter toutes les séances d'information qui se sont tenues depuis 2019 sur la démarche du PRMHH. Vous pouvez retrouver les webinaires, mais également les documents qui ont été produits. On vous suggère également de vous abonner à l'infolettre pour suivre les développements par rapport au PRMHH. Donc, la démarche prend en compte les milieux humides, les milieux hydriques, mais également les milieux boisés, les friches et la connectivité entre les milieux naturels. Donc, la MRC souhaitait vraiment avoir une vision intégrée de son territoire pour intégrer l'ensemble des milieux naturels pour avoir un aménagement du territoire qui s'intègre de façon équitable.
Le travail du PMHHN s'est amorcé en 2019 avec la réalisation d'un portrait et d'un diagnostic. Donc, les documents nous permettaient de savoir où on en était, c'était quoi la situation actuelle par rapport à la conservation des milieux humides et hydriques sur notre territoire. Le portrait était présenté au grand public le 15 février 2021, disponible en ligne. Également, là, il y a des enjeux qui sont ressortis là, de ce portrait-là qui ont été compilés au diagnostic, qui, lui, a été présenté au grand public le 15 avril 2021. Une fois le portrait de la situation bien établi, la MRC a réfléchi à savoir ce qu'elle souhaitait là, pour les 10 prochaines années en ce qui a trait à la conservation des milieux humides et hydriques, donc où on souhaite aller pour les 10 prochaines années. Donc, la MRC s'est dotée d'une vision, puis également d'orientation pour guider les actions. Donc, cette partie-là, la vision et les orientations ont été présentées au grand public le 15 mai dernier. Donc, aujourd'hui, on souhaite savoir comment on va s'y prendre pour atteindre cette vision-là, ces orientations-là. Donc, par quelle action on va mettre en place. Donc, c'est le but de la consultation aujourd'hui. Suite aux consultations, aux modifications, suite aux commentaires, il va y avoir une présentation du PRMHH au Conseil des maires pour adoption. Puis ensuite, il va y avoir un dépôt auprès du ministère de l'Environnement prévu en septembre 2021 là, pour l'adoption du document. Pour chaque étape de la démarche, il y a eu plusieurs personnes de consulter, donc on a formé plusieurs comités. D'abord, le comité de coordination, puisque la démarche au niveau du PRMHH a été une démarche faite en collaboration avec 3 autres MRC, donc la MRC d'Arthabasca, de l'Érable et de Drummond. Donc, sur le comité de coordination, il y avait les professionnels de chacune des MRC ainsi que le mandataire, le Conseil régional de l'environnement. On a mis en place un comité d'experts formé des professionnels techniques de différents organismes. Ensuite, on avait le comité stratégique, qui est un comité formé d'élus de chacune des MRC, mais également d'élus des différents organismes partenaires. Une fois les commentaires intégrés, là, suite au passage dans les comités d'experts et les comités stratégiques, il y avait une présentation qui était faite à la MRC. Donc, il y a eu des présentations au niveau de l'ensemble des élus, mais le travail au quotidien, c'est principalement fait avec notre comité aménagement durable et environnement, qui est formé de 6 élus, auxquels s'est joint certains partenaires là, pour les démarches et réflexions. Par la suite, il y avait une présentation au grand public, donc par webinaire, et une période d'1 mois de consultation en ligne là, pour que les gens puissent transmettre leurs commentaires et leurs suggestions. Donc, on va maintenant passer au bilan, au portrait. Donc, on débute par les milieux humides. Les milieux humides représentent 12% du territoire de la MRC, qui sont principalement là, en majorité là, situés en bordure du lac Saint-Pierre, des milieux humides fluviaux. Il y en a quelques-uns également au sud, là, les grandes tourbières. Ce qu'on voit sur la carte, là, c'est les bassins versants qui comprennent moins de 6% de leur superficie en milieu humide. Le 6%, en fait, c'est une référence scientifique, un seuil critique, un minimum, en fait, de superficie de milieu humide à avoir pour maintenir les services écologiques rendus par les milieux humides. Donc, on voit que la quasi-totalité de nos bassins versants sont sous ce seuil critique-là de 6%. Donc, on est en situation critique là, quant aux services écologiques rendus. Sur cette carte, on voit les plus grands milieux humides pour chacun de ces sous-bassins versants-là. Encore une fois, là, les plus grands milieux humides sont en bordure là, du lac Saint-Pierre et du fleuve. Donc, la MRC a souhaité évaluer la valeur écologique de ces milieux-là pour pouvoir voir là, vraiment là, les services qui sont rendus. Donc, 6 critères qui ont été utilisés, soit la biodiversité, la capacité de recharge des eaux souterraines, la rétention des eaux, le captage des éléments polluants, la stabilisation des rives et la séquestration de carbone. Donc, pour chaque milieu humide est évalué pour chacun de ces critères-là, puis ils sont classés selon si la valeur est très élevée
ou très faible là, selon le critère, très élevé est en bleu et très faible rouge. Donc, les milieux humides situés dans la MRC, il y a plusieurs qui ont disparu, puis il y en a plusieurs aussi qui sont perturbés, soit par le développement agricole, certaines pratiques forestières, mais également par l'urbanisation. Il y a également les espèces exotiques envahissantes et les changements climatiques qui affectent et affecteront les milieux humides. On voit sur la carte, là, on voit les milieux humides qui sont les plus perturbés selon les informations qu'on a de disponibles, mais il pourrait qu'il y en ait plus, là, plus que ce que la carte représente. Maintenant, au niveau hydrique, donc au niveau des cours d'eau, il y a plusieurs bassins versants qui traversent la MRC, donc la Bécancour, la Nicolet, la Saint-François, 3 grands bassins versants. On a également les bassins du sud du lac Saint-Pierre et la rivière Marguerite là, qui touche à notre MRC, ce qui représente 1922 km de cours d'eau. Tout comme pour les milieux humides, on a évalué la valeur écologique des cours d'eau avec 3 critères. Ici, on voit les cours d'eau qui offrent une stabilisation des rives par leur couvert végétal. Encore une fois, bleu étant une valeur très élevée, rouge très faible. Sur la carte suivante, on voit en fait l'indice de qualité morphologique qui est évalué pour certains cours d'eau qui étaient connus comme étant dans des bassins versants qui est plus problématique, où il y avait plus de perturbations. Donc, l'indice de qualité morphologique, encore une fois, bleu étant comme très élevé, là, donc une bonne valeur, puis rouge très faible. Et le troisième critère, donc le support de la biodiversité, qui a été évalué entre autres avec la sinuosité du cours d'eau et la végétation riveraine. Donc, quand même beaucoup de rouge là, sur cette carte-là, donc très faible, puis bleu très élevé. On voit maintenant là, sur cette carte-ci les cours d'eau qui sont perturbés, soit parce qu'il y a une linéarisation en redressement des cours d'eau, de la pollution diffuse, l'entretien récurrent de certains cours d'eau, l'absence de bandes riveraines ou un indice de qualité morphologique qui était plus faible. Donc, il y a plusieurs cours d'eau qui sont perturbés dans la MRC. La pollution diffuse, elle, occasionne entre autres une détérioration au niveau de la qualité de l'eau. Ici, on voit en fait les résultats des échantillonnages réalisés par le ministère de l'Environnement pour les suivis de qualité de l'eau de surface. Donc, on a deux points qui sont verts, là, un sur la Nicolet et un sur la Saint-François, donc une qualité satisfaisante. Sinon, c'est principalement là, des échantillonnages de très mauvaise qualité ou de mauvaise qualité. Donc, maintenant, les milieux boisés. Les milieux boisés représentent 25 de la superficie de la MRC. Beaucoup de marécages en bordure là, du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre, mais également, il y a des tourbières, des peuplements feuillus mixtes et résineux. Tout comme là, pour les milieux humides, il y a un critère de référence là, au niveau de la science qui identifie le seuil critique de superficie forestière à 30 %. Donc, en dessous de ce seuil-là, on perd des services écologiques. Donc, là, on voit sur la carte qui est très similaire à celle des milieux humides. Là, donc, la quasi-totalité là, de nos sous-bassins versants qui se trouvent en dessous du seuil de 30 % de superficie forestière. Donc, les critères qui ont été utilisés là, pour évaluer la valeur écologique des boisés parlent de séquestration de carbone, de rétention des eaux, captage des éléments polluants et biodiversité. Encore une fois, rouge très faible, bleu très élevé. Puis le Bourgogne, c'est que le critère ne s'appliquait pas. Et on a également regardé les friches qui représentent 1,5 % de la MRC, donc peu de friches dans la MRC Nicolet-Yamaska. Et ils sont principalement situés là, dans les coulées agricoles à proximité des cours d'eau. Il y en a à d'autres endroits, là, mais c'est principalement là, dans les coulées agricoles. Maintenant, pour le diagnostic, donc les éléments qui sortent du portrait, ils nous permettent d'identifier des milieux qui ont un intérêt écologique plus important. On a également considéré les milieux qui étaient déjà protégés légalement, les milieux qui ont été identifiés là, par des municipalités comme ayant un potentiel intéressant pour la conservation,
des milieux qui sont rares ou qui abritent des espèces à statut précaire, les milieux humides de grande superficie, les grands cours d'eau et également les fonctions écologiques, là, ce qui a été analysé là, dans le portrait. Ce qui nous permet d'avoir cette carte-ci qui présente les milieux d'intérêt écologique, donc ceux qui répondent à ces critères-là, qui sont plus intéressants pour la conservation. Cette carte-là, ce n'est pas une carte avec une valeur légale, c'est vraiment une carte de potentiel de valeur d'intérêt écologique, donc avec les critères qui ont été identifiés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une protection qui s'applique à ces milieux-là, c'est vraiment au niveau de l'intérêt écologique. Un peu comme pour la protection, la même chose a été faite pour les milieux perturbés, pour voir qu'est-ce qui serait intéressant, quels milieux on pourrait cibler pour la restauration. Donc, les milieux humides et hydriques qui sont perturbés, des sites qui ont été ciblés par les municipalités là, parce qu'il y avait des glissements de terrain ou de l'entretien qui se faisait de façon récurrente. Et également, c'est sur les milieux hydriques entretenus de façon récurrente là, par la MRC. Ce qui nous donne la carte suivante. Donc, des milieux à prioriser s'il y avait des interventions à faire au niveau de la restauration. Encore une fois, ce n'est pas une carte avec une valeur légale, c'est vraiment une carte de potentiel au niveau de la restauration. Il y a certains milieux qui se retrouvent autant en protection que sur la carte de protection que la carte de restauration. Si on regarde, par exemple, les milieux en bordure du lac Saint-Pierre qui ont une grande valeur écologique, entre autres pour la biodiversité, puis de par leur grande superficie, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir certaines perturbations, entre autres des cours d'eau qui sont entretenus de façon plus récurrente étant en bas du bassin versant, donc accumulation de sédiments, puis présence, par exemple, d'espèces exotiques envahissantes. Donc, un n'empêche pas l'autre, mais donc c'est des milieux là, à viser là, pour la restauration. Puis, on a eu aussi la réflexion à l'échelle des sous-bassins versants, voir lesquels prioriser pour les interventions, tant de protection, de restauration, puis de création de milieux humides hydriques et naturels. Donc, les bassins versants de Orphelin du sud du lac Saint-Pierre, la Saint-Zéphirin, du Carmel, la Blanche, la Marguerite. Et on a certains, en partie là, de la Bustrade et de la rivière aux Vaches, donc les bassins prioritaires. Donc, ce portrait puis ce diagnostic-là nous permet d'identifier 6 enjeux à travailler au niveau de la MRC. Donc, le premier enjeu, la résilience des communautés et des écosystèmes au changement climatique. Le deuxième, la gestion de l'eau. Le troisième, la quantité et la qualité des milieux naturels. La quatrième, gouvernance municipale en conservation des milieux naturels. Cinquième, application de saines pratiques de développement et d'aménagement du territoire. Et pour terminer, en sixième, éducation face à la connaissance des milieux naturels et acquisition de connaissances. Donc, avec ces enjeux-là, la MRC s'est dotée d'une vision que je vous lis. Le développement durable et la conservation des milieux naturels font partie intégrante des projets d'aménagement du territoire. D'ici 2031, cette gestion cohérente et consciencieuse du territoire, dans un contexte de changement climatique, permet non seulement d'assurer la pérennité des fonctions écologiques, économiques et sociales de ces milieux naturels présents, mais également d'accroître les services écosystémiques rendus sur le territoire de la MRC. Donc, on parle de changement climatique, mais également d'accroître les services rendus par les milieux naturels pour le bénéfice de la population et de l'ensemble du territoire. Donc, la vision qui s'articule autour d'orientation. Donc, l'orientation de conserver, dans notre cas, 45% des milieux naturels du territoire. Assurer une gouvernance cohérente et équitable de la conservation des milieux humides, hydriques et forestiers. Favoriser une gestion durable de l'aménagement du territoire et du développement urbain et agricole. Et s'engager collectivement dans la lutte et l'adaptation au changement climatique pour une meilleure résilience. Donc, ça ferait le tour là, du portrait diagnostic et vision-orientation. Si vous avez des questions là, pour cette session-là, on va les prendre avant de passer
aux consultations sur le plan d'action. Donc, au niveau du plan d'action, on vous revient avec les 3 orientations. Au fait, il y en a 4. Là, quand Stéphanie les a mentionnées, j'ai constaté qu'il y avait une petite erreur. Là, Marjorie pourra aller ajuster la présentation en temps réel. Là, il manquait aménagement du territoire, donc on va pouvoir l'intégrer. Mais on revient avec les 3 orientations là, et la 4e, conserver des milieux naturels, gouvernance, changement climatique et aménagement du territoire. Pour chacune d'entre elles, la MRC a identifié des objectifs. Andréane, je m'excuse parce que ton écran n'est pas partagé. Ah oui, merci beaucoup Stéphanie, c'est important de le mentionner. Donc voilà, on revient avec les orientations et pour chacune des orientations, comme dans tout plan d'action qui se justifie, il y a des objectifs à fixer. Les objectifs sont dits SMART, ça veut dire que c'est des objectifs avec un échéancier, des livrables et aussi là, des cibles à atteindre. Donc, dans l'orientation de conservation, on a des objectifs ici identifiés qu'on vous avait présentés le 15 mai dernier. Donc, un objectif de protéger 17 du territoire. Cet objectif-là, c'est un objectif. Il n'y a pas nécessairement de site d'identifier présentement où que ce 17 %-là va s'appliquer. Vous avez vu tantôt ce que Stéphanie a présenté, la carte de potentiel, mais ça ne veut pas dire que le 17 % va nécessairement s'appliquer sur l'ensemble de cette carte-là. Et si la MRC a une opportunité de protéger un territoire qui n'est pas identifié dans la carte, elle peut tout à fait l'inclure là, dans son 17 %. Donc, la carte qui vous a été présentée là, est un outil d'aide à la décision pour la MRC là, afin d'orienter cette cible de 17 % de protection. Par la suite, une autre cible a été fixée, soit d'assurer l'adoption de pratiques d'utilisation durable sur 17 % du territoire. D'ici 2031, assurer la restauration et la création de milieux naturels sur 4 % du territoire. Comme mentionné pour la protection, mais ce 4 % du territoire peut aussi s'appliquer sur la carte de potentiel que Stéphanie a présentée précédemment. Par la suite, au niveau de la gouvernance, on a des objectifs d'informer 50 % des citoyens de la MRC en lien avec la conservation, soit d'ici 2028. Donc, différents outils de communication vont être développés. D'ici 2028, supporter l'ensemble des municipalités au niveau de l'application du PRMHHN. D'ici 2030, collaborer avec plus de 5 partenaires externes de différents milieux pour assurer la conservation. On a aussi un objectif d'ici 2025, adapter l'aménagement du territoire en zone urbaine pour l'ensemble des municipalités dans le but d'intégrer la conservation des milieux naturels. Donc, l'ensemble de ces objectifs là, sont sous l'orientation de gouvernance. Et finalement, adapter la communauté au changement climatique, un objectif d'ici 2031, considérer les méthodes d'adaptation au changement climatique dans chacune des décisions de la MRC pour augmenter leur résilience à moyen et long terme. Donc ça, c'est l'ensemble des objectifs que la MRC s'est fixé pour les, rappelons-le, les 10 prochaines années. Donc, elle se donne 10 ans là, pour tenter d'atteindre ces objectifs. On pourra voir dans les 10, au bout de 10 ans là, le bilan que la MRC va produire là, sur l'atteinte ou pas ou plus de ces objectifs. Donc, la façon que la MRC a décidé de procéder, donc dans le plan d'action, tout objectif est soutenu d'action. La MRC, comme les 4 autres MRC, donc les 4 autres MRC dans l'approche collective n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas la même vision, la même orientation. Toutefois, elles procèdent selon les 4 mêmes grandes stratégies. Donc, la première stratégie, c'est l'acquisition de connaissances. Donc, pour atteindre un objectif, la MRC a identifié certaines connaissances qui sont manquantes. M. Abel a mentionné notamment tantôt des connaissances peut-être plus approfondies au niveau des friches dans les coulées agricoles. Donc, ça pourrait être justement une action là, à intégrer dans la stratégie de connaissances. Par la suite, l'ensemble des connaissances nous permet de développer des outils qui ne sont pas existants ou des outils qui sont existants peut-être pas assez performants, donc d'adapter ou de créer des nouveaux outils.
L'ensemble de ces outils-là nous permettent d'aller vers un accompagnement, donc de développer des outils qui vont permettre d'accompagner les utilisateurs du territoire, autant municipal que privé, au niveau des terres. Ça, c'est quelque chose d'important. Le plan d'action s'applique uniquement en terre privée, étant donné que la MRC a compétence uniquement en terre privée. Donc, la MRC n'a pas une juridiction de compétence au niveau des terres publiques. Donc, les actions s'appliquent uniquement là, sur terre privée selon les compétences de la MRC. Par la suite, on a aussi une quatrième stratégie, soit la réglementation. Si l'acquisition de connaissances, le développement d'outils, l'accompagnement permettent d'atteindre certains objectifs, peut-être que la MRC ne sera pas obligée nécessairement de développer de la réglementation. Toutefois, certaines situations sur le territoire demandent présentement et peut-être dans plusieurs années de mettre en place de la réglementation ou d'adapter celle existante. La MRC a passé par ces grandes étapes et est maintenant rendue à l'application réglementaire. Donc, par exemple, l'application au niveau des bandes riveraines. La MRC est en train d'acquérir des connaissances depuis l'année passée et même plusieurs autres années sur le respect des bandes riveraines. Elle a développé un dépliant, a développé des outils, elle accompagne certains propriétaires, là, notamment par la mise en place là, de recherche universitaire pour des projets clés en main de bandes riveraines, de compensation carbone. Donc, elle est en train de développer plusieurs outils et accompagnements. Toutefois, une réglementation est obligatoire par les lois et la MRC est maintenant rendue là, dans l'application de cette réglementation. Donc, ça vous démontre là, le cheminement stratégique que les MRC souhaitent suivre au niveau de leur plan d'action. On rappelle que dans le cadre des PRMHH, les MRC ont l'obligation d'adapter leur schéma d'aménagement avec le PRMHH et d'adopter un règlement de contrôle intérimaire. Ces deux actions, soit d'adapter le schéma et d'adopter un règlement de contrôle intérimaire, ne se font pas au dépôt du PRMHH, vont se faire dans les années qui vont suivre l'acceptation du PRMHH. Donc, le PRMHH est déposé au Conseil des maires en septembre. Dans le fond, ce qui est déposé au Conseil des maires, c'est pour une acceptation de dépôt au ministère. Donc, la MRC va adopter une résolution acceptant de déposer le PRMHH au ministère pour qu'il soit évalué. Le ministère va fournir des commentaires à la MRC s'il y en a pour ajuster le PRMHH. Et par la suite, il va y avoir une adoption officielle du PRMHH lorsque le ministère va accepter que ce dernier est valide. Et ce PRMHH va être publié là, selon les règles de l'art des communications de la MRC et suite à quoi les actions vont être entamées. Donc, comment maintenant la MRC va atteindre ses objectifs? C'est là que vous rentrez en jeu. On va vous poser différentes questions. Et ces questions vont nous permettre de juger de ce que vous croyez important comme action afin de soutenir les objectifs. On va y aller stratégie par stratégie. Avant de vous proposer les actions de la MRC, on veut vraiment vous entendre. Donc, vous allez voir, on ne vous laissera pas facilement aller vers le plan d'action. On veut vraiment voir ce que vous croyez important comme action à intégrer. Et par la suite, on va discuter là, de l'intégration de vos idées avec les idées de la MRC. On a été chercher des statistiques sur les autres webinaires et il y a de nombreuses personnes qui consultent les webinaires par la suite et qui nous transmettent leurs commentaires. Donc, la consultation d'aujourd'hui n'est pas une fin. Pendant le mois qui va suivre, là, de nombreuses autres personnes vont consulter les documents et nous fournir aussi leurs commentaires. Donc, on profite de votre présence aujourd'hui pour vous poser la première question. Donc, selon vous, quelles connaissances sont à acquérir afin d'atteindre les objectifs fixés? Donc, on vous ramène ici les objectifs fixés quelques instants. Le plan d'action est disponible depuis 2 semaines en ligne. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller chercher, comme Marc-Claude l'a mentionné, là, le plan d'action. Vous avez peut-être eu la chance aussi de le consulter depuis les 2 dernières semaines. Donc, la parole est à vous. On va aller vous présenter maintenant les actions de la MRC
Et on va voir comment vos commentaires là, peuvent s'intégrer à même ce que la MRC propose. Donc, je vais juste m'assurer. Parfait. Donc, au niveau de l'acquisition de connaissances, la MRC propose, vous voyez bien mon écran? Sûrement, c'est marqué partager. Parfait. Appuyer les démarches visant à valider les milieux naturels et zones de recharge de l'aquifère à conserver, ainsi que les espèces exotiques envahissantes. Caractériser de façon uniforme les bandes riveraines et l'espace de liberté des cours d'eau priorisés afin de définir la qualité et identifier les secteurs d'intervention prioritaires. Acquérir et étudier les photographies historiques pour comprendre l'évolution et la perte des milieux naturels. Participer aux projets de recherche ou des partenaires régionaux pour acquérir des connaissances sur les milieux naturels. Former les intervenants du milieu aux pratiques à adopter pour une meilleure adaptation au changement climatique. Et toujours dans l'acquisition de connaissances, favoriser les programmes d'analyse volontaire de l'eau des puits privés. Donc, on va faire un petit résumé avant de passer à la deuxième stratégie. Donc, ce qui a été mentionné, c'est notamment de mieux définir dans les outils développés, la réglementation développée, l'utilisation durable. Donc, aller acquérir des connaissances sur les pratiques d'utilisation durable. D'aller chercher plus de connaissances sur les friches et les actions qui pourraient être réalisées dans ces friches. Aussi au niveau des pratiques de conservation, puis encore là, ici, on inclut l'ensemble des milieux. Donc, de parfaire les meilleures pratiques de conservation. On pense entre autres au milieu agricole, forestier et urbain avec l'intervention de M. Lefebvre là, sur la densification. Donc, de parfaire les meilleures pratiques là, de conservation. On a aussi mentionné là, que dans l'ensemble de ces différentes actions d'acquisition de connaissances, de travailler avec l'ensemble des partenaires régionaux et aussi d'inclure des partenaires de recherche, donc des partenaires universitaires. Qu'est-ce qu'on a marqué d'autre? Je crois que ça fait beaucoup le tour, là, puis de peut-être préciser que l'ensemble des actions ici s'appliquent à l'ensemble des milieux. Là, il n'y a pas de milieu spécifique de prioriser là, dans les actions proposées. Donc, c'est de l'acquisition de connaissances sur l'ensemble de ces milieux-là, peu importe où le milieu se retrouve. Donc, est-ce que ça fait pas mal le résumé là, pour acquisition de connaissances? Stéphanie, est-ce que tu veux ajouter un élément que j'aurais oublié? C'est beau, merci. Super. Donc, on va aller maintenant au développement d'outils. Donc, développement d'outils, on se met dans une situation, par exemple, après que le PRMHH a été adopté, la MRC a mis en branle différentes actions d'acquisition de connaissances. La MRC a pu parfaire ses connaissances et elle est rendue à l'étape de développer des outils. Donc, selon vous, avec les connaissances acquises, quels outils sont à développer afin d'atteindre les objectifs fixés? Donc, on va poursuivre. Je vais vous présenter les actions proposées par la MRC en lien avec l'acquisition de connaissances. Donc, on parle entre autres, donc au niveau des développements d'outils, pardon, de réaliser une campagne d'information et de promotion de l'économie d'eau potable et les milieux naturels, développer ou adhérer à un programme de compensation des crédits de carbone pour les milieux naturels, actualiser les pratiques d'entretien des cours d'eau pour assurer une gestion plus durable des cours d'eau, intégrer une gestion optimale des eaux pluviales dans les pratiques municipales, encadrer le réseau d'accès et de liens publics aux fleuves, aux rivières, aux lacs et aux milieux naturels, favoriser le redéveloppement et la requalification des terrains vacants. Ici, on parle de densification et sous-utilisés dans les périmètres urbains, élaborer un plan d'adaptation au changement climatique, et s'assurer que le plan municipal de sécurité civile prend en considération l'effet des changements climatiques sur l'évolution des aléas présents sur le territoire. Donc, ce qu'on parle en résumé, c'est d'intégrer au plan de sécurité civile là, tous les aléas changements climatiques via le plan d'adaptation au changement climatique, de densification des périmètres urbains, de donner un accès au niveau du fleuve, la gestion optimale des eaux pluviales. Ici, on parle dans les pratiques municipales, fait que ça peut être tant au niveau de l'entretien des chemins municipaux, des fossés, que dans les pratiques de développement dans les périmètres d'urbanisation.
pratique d'entretien des cours d'eau, on parle de compensation de crédit carbone et campagne d'information. Donc, ce que je peux voir de ce que vous avez noté qui n'a pas été mentionné, bien, entre autres, le projet d'agri-climat de Yann, l'information n'était pas connue, donc ça pourrait être intégré. L'aspect de promotion que Simon avait emmené tantôt, là, promotion des pratiques en agro-environnement, puis ça fait le lien avec ce que Yann avait mentionné aussi de publiciser les actions, là, campagne d'information, peut-être que la MRC pourrait l'élargir à la promotion des pratiques en agro-environnement et peut-être pas juste là, au niveau de la promotion de l'économie d'eau potable et milieu naturel. Et aussi, on a parlé aussi d'outils d'évaluation qui pourraient être développés, donc des outils d'évaluation d'impact d'un développement ou d'une conservation et outils d'évaluation des coûts économiques, sociaux qui pourraient être développés. Et on a aussi parlé de l'outil du PDE qui était un outil intéressant là, pour diriger les réflexions là aussi PDZA, donc tous les autres outils qui existent et de l'offre de services de Jérôme Duprat. Donc, ça, c'est toutes des choses qui n'apparaissent pas là présentement qui pourraient être ajoutées. Sinon, je vais me permettre de faire un résumé. Donc, au niveau du développement des outils, là, vous avez proposé, entre autres, des outils cartographiques pour partager certaines informations. Il y a aussi eu des idées de développer des outils pour faciliter l'évaluation des impacts tant écologiques, économiques que sociaux. Vous avez parlé aussi de prendre en compte là, les actions, les outils, les actions qui sont incluses dans les outils existants, comme les plans de développement de la zone agricole, les plans directeurs de l'eau, des OBV. Il y a eu aussi des outils proposés au niveau de la promotion des mesures qui se font déjà ou des actions innovantes qui pourraient être faites, notamment au niveau de la rétention des eaux dans un contexte de changement climatique. On a parlé des projets actuels, notamment Agri-Climat, les projets avec M. Duprat. Et pour terminer, là, sur une réflexion au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau peut-être d'une approche plus globale, on parlait d'une approche plus communautaire. Donc, ça, c'est les propos qui ont été échangés. Donc, on va passer maintenant à l'accompagnement, donc l'avant-dernière stratégie. Donc, selon vous, quels accompagnements sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés? Donc, on se met dans un contexte où on a acquis des connaissances. Avec ces connaissances, on a développé des outils. On se retrouve peut-être, selon l'enjeu, 4 ans après l'adoption d'un PRMHH. Quel accompagnement serait nécessaire là? Parce que c'est beau d'avoir des outils, mais ces outils-là, il faut avoir des moyens, des actions pour les promouvoir, donc accompagner. Quel accompagnement les promoteurs immobiliers, les agriculteurs, les citoyens, les développeurs, les forestiers, quel accompagnement ces gens auraient besoin, les municipalités et même la MRC, pour atteindre les objectifs fixés. Donc, la parole est à vous. Donc, au niveau de l'accompagnement, la MRC propose de poursuivre la campagne d'information auprès des citoyens sur la réglementation en matière de bandes riveraines. Ici, on parle de toutes les bandes riveraines, évidemment, comme Stéphanie l'a mentionné. Favoriser les démarches de conservation volontaire en soutenant les propriétaires désirant mettre en place des actions de protection légale et participer à des projets d'acquisition menés par d'autres organismes. Poursuivre et développer des projets collectifs dans des secteurs d'intervention prioritaires. Donc, on est encore ici dans la poursuite, comme Yann avait mentionné, afin de soutenir les propriétaires privés dans l'application de pratiques culturelles agro-environnementales et des saines pratiques forestières. Favoriser les programmes d'analyse volontaire de l'eau des puits privés. Évaluer la possibilité de mettre en place un programme de vidange des fosses septiques résidentielles. Développer un projet collectif et éducatif de production et de plantation d'arbres et d'arbustes. Travailler de concert avec les organismes du territoire en prenant en compte les différents plans en lien avec les milieux humides, hydriques et forestiers. On parle entre autres le plan directeur de l'eau, plan de protection et de mise en valeur, etc. Accompagner les propriétaires forestiers à faire de la sylviculture adaptée au changement climatique. Collaborer à la mise en œuvre et à la diffusion des plans d'adaptation du milieu agricole développés dans le cadre du programme Agri-Climat. Donc, ferme adaptée pour le futur, ça c'est le projet qu'on parlait, donc il est inclus ici déjà. Accompagner les promoteurs dans de meilleures pratiques favorisant le maintien des milieux naturels. Donc, voilà.
Juste résumé, là, on parle d'accompagnement à différents niveaux, tant au niveau forestier, agricole, de travailler avec tous les différents organismes du territoire. Donc, ça rejoint le point là, de M. Abel au niveau de la compétence de la MRC, de voir les intervenants à intégrer dans les différents projets. On a parlé aussi d'agriclimat tantôt, donc ça, c'est indiqué. Je vais juste reviser la voirie, qu'on ne voit peut-être pas ici, mais ça va sûrement rentrer, ça pourrait élargir la campagne d'information. Bande riveraine et peut-être inclure d'autres, Martin a appelé ça la gestion des actifs. Donc, peut-être qu'on aurait une action là, ici à élargir. On a parlé aussi là, de soutenir les projets en cours. Donc, ça, on le voit aussi à l'intérieur des actions proposées. Donc, on va prendre les dernières minutes qui restent là jusqu'à midi pour aller vers le volet réglementation. Donc, on se ramène à acquisition de connaissances, on a développé des outils, on a accompagné les gens et donc, on arrive au niveau réglementation, considérant que la MRC doit intégrer à son schéma d'aménagement le PRMHH et adopter un règlement de contrôle intérimaire. Que pensez-vous des intentions de propositions suivantes? Donc, on vous les passe. La première, on va y aller étape par étape. Ici, la MRC propose, tel que l'oblige le PRMHH, adopter un règlement de contrôle intérimaire encadrant la protection, l'utilisation durable, la restauration et la création des milieux humides, hydriques et forestiers. Donc, dans le plan d'action, on ne va pas plus en détail, mais comme Stéphanie l'a mentionné, lors de l'élaboration, ces différents points-là vont être détaillés, là, comme dans toute procédure de développement d'un règlement. Réviser, modifier le règlement de déboisement actuel afin d'y inclure là, les aspects là, mis en évidence dans le PRMHH. Intégrer, on peut passer notamment au bois et rares. Intégrer la carte de connectivité dans les outils de planification. Assurer une cohérence entre la réglementation de la MRC avec les différents paliers gouvernementaux. Favoriser, ça c'est entre autres en lien avec tous les changements qu'il y a eu dans les dernières années, le projet de loi 67 et compagnie, la nouvelle stratégie là, qui est en cours de consultation, autant de l'aménagement que de la politique de protection des rives. Favoriser l'augmentation de la densité et l'intensité de l'occupation du sol afin d'éviter de développer dans les milieux naturels d'intérêt et d'éviter l'étalement urbain. Revoir les normes de contraintes à l'utilisation du sol au contexte de changement climatique. Donc, avant que je passe, c'est la seule. Donc, voilà le contenu là, proposé par la MRC au niveau de la réglementation. Donc, on a Stéphanie qui veut ajouter. Vas-y, Stéphanie. Oui, juste une petite précision avant de prendre les commentaires. Pour le premier point là, au niveau du règlement de contrôle intérimaire, on est dans le plan d'action, donc c'est une action qu'on veut mettre en œuvre suite à l'adoption du PRMHH. Donc, le règlement ne sera pas adopté en septembre 2021. Comme vous avez vu, il y a des éléments d'acquisition de connaissances, des définitions là, à travailler, à peaufiner qui seraient bénéfiques là, avant d'entreprendre la mise en place du règlement de contrôle intérimaire. Puis, l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire est encadrée là, selon, comme tout autre règlement, là, par les normes au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, ça va suivre la procédure normale de consultation. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas à l'adoption du PRMHH que le règlement sera adopté. Stéphanie, je vais juste te demander de poursuivre pour 2 minutes parce que j'ai un petit problème technique dans mon bureau. Il y a de l'eau qui tombe de mon plafond. Oh, okay. je te laisse poursuivre. Je reviens. Bon, la pluie est rendue à Drummond, donc... C'est un milieu humide dans les bureaux. Oui. Il va falloir protéger cet espace-là. Yann, voulais-tu commencer? Est-ce que tu avais des commentaires sur... Non, OK, parfait. En fait, réviser, modifier le règlement de déboisement actuel, avez-vous déjà des idées dans la tête? Y a-t-il une lacune dans ce règlement-là? Ou... Bien, c'est par rapport aux objectifs qui ont été fixés, c'est de voir si le règlement en place répond aux objectifs qui sont là. Puis, avec le RCI, on va préciser également ce qui va se trouver en protection et utilisation durable, bien définir ces termes-là. Donc, peut-être que ça aura de l'impact sur le règlement des déboisement, mais ça sera à voir. C'est pour ça que c'est écrit
révisé ou modifié, ça sera évalué là, avec le règlement de contrôle intérimaire, là, puis les définitions qui vont être en place. Donc, pour le moment, c'est large, là, mais on en a un en place, peut-être qu'il répond très bien là, au plan, mais c'est de vraiment l'adapter à ce niveau-là. Puis cohérence entre la réglementation de la MRC et les différents paliers gouvernementaux. Tu peux juste me le préciser un peu? Bien, par exemple, dans la réglementation actuelle, on suit un peu là, au niveau municipal à la bonne foi la personne qui a un projet, à savoir, on l'informe que si, selon la cartographie, il y aurait possiblement un milieu humide sur son terrain, puis il doit faire les démarches auprès du gouvernement provincial, mais nous, il n'y a rien qui nous, dans la réglementation municipale qui exige de savoir si cette démarche-là a été faite ou non. Fait qu'on se fait un peu sur la bonne foi. C'est un exemple, là. Ça ne veut pas dire que ça serait là-dessus, mais il y a déjà de la réglementation en place. C'est quoi le suivi qui se fait, là, comment ça se découle aussi là, au niveau municipal. Un exemple. Donc, merci. Puis en même temps, en même temps, peut-être justement, là, quand il y a des gens qui viennent cogner auprès de la municipalité pour avoir les informations, pour dire, ben j'ai un projet, je voudrais avoir les permis, mais qu'on soit capable de les orienter aussi sur les différents autres éléments qui ont besoin d'avoir toutes les informations en place. Là. Dans la campagne d'information, ça va faire partie de ça, de bien outiller aussi les municipalités à orienter les gens là, vers les bons intervenants là, selon la nature du projet. Là. Merci Stéphanie. Yann, est-ce que tu avais un autre point? Non, ça va. Monsieur Abel? Oui. Revoir les normes de contrainte à l'utilisation du sol. Bien, vous comprendrez, d'entrée de jeu, il y a certains éléments là, qui nécessitent qu'on ait une certaine résistance à se commettre. Là. Mais celui de revoir les normes de contrainte à l'utilisation du sol au contexte de changement climatique. Moi, j'ai vu passer dans des ateliers de travail des expressions comme contrôler le déplacement des sédiments, définir l'aspect de nivellement. On est dans des aires agricoles à ce moment-là. Moi, je veux savoir si votre intervention que vous avez là, revoir les normes en contrainte d'utilisation de sol, est-ce que ça inclut les parties en culture du territoire de la MRC? Dans l'étape précédente qu'on a vue dans développement d'outils puis accompagnement, on est en train de faire un plan d'adaptation au changement climatique. Puis selon ce qui va sortir de ce plan-là, on va voir ce qui pourrait être fait. En ce moment, je ne peux pas vous dire qu'on va exclure complètement un volet ou un autre. Est-ce que ça va être plutôt des recommandations, des guides de pratique, des accompagnements? Ça sera à voir. Là. Parce que déjà, à ce niveau-là, il faut savoir qu'on a le ministère de l'Environnement et le MAPAC qui nous accompagne et qui nous encadre. Donc, je soulève juste un petit bémol là-dessus. Là. Si la MRC souhaite embarquer dans des interventions concernant les parties en culture, on risque peut-être d'avoir à jaser un peu. Parce qu'inévitablement, il va y avoir de la redondance ou carrément de l'intervention où ce qu'on va questionner, je dirais, la compétence de la MRC à cet égard-là. Compétence étant dans son sens pur. Là. Puis vous allez être à même de pouvoir le faire. L'ensemble de ce qui est proposé ici, ça va être dans les bonnes pratiques de la MRC. Là, il va y avoir consultation et partage des outils développés. Là, donc, vous pourrez à ce moment-là, mais juste rectifier là, au niveau du nivellement, juste pour pas que ça circule encore. Là, dans aucune MRC, il est question d'inclure le nivellement dans les propositions. On a même, dans les 3 autres MRC, là, précisé lors des consultations que ça l'excluait le nivellement. Donc, je voulais juste le préciser pour pas que vous pensiez que les MRC veulent contrôler les pratiques de nivellement. Là, puis par pratique de déplacement de sédiments, là, on parle beaucoup plus de l'érosion des berges, de l'entretien des cours d'eau, sortie de drain, des choses comme ça, mais ce n'est pas à l'intérieur même des pratiques culturelles en champ. Là. Il faudra tout de même trouver une manière de le préciser. Vu qu'il avait sorti une fois très large, là,
des gens comme moi là, qui ont suivi l'ensemble des démarches, là, on est resté avec cette crainte-là que ça demeure toujours très large. Donc, je pense qu'une fois qu'on va enfiler dans le goulot étrangleur, il faudra tout de bien trouver la manière de préciser justement ces appellations-là qui ont été faites, pour bien les encadrer, pour pas que ça cause justement là, une incompréhension de la part de certains, puis qu'on se ramasse avec une montée aux barricades de façon inutile. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous poser les questions au moment que ça se présente justement pour permettre à la MRC là, de préciser ses intentions. Là. Je prends note là, que dans les actions réglementaires, là, des précisions ou un contexte d'explication sera nécessaire là, pour préciser les termes utilisés. C'est bon. Mais merci beaucoup. Les termes, mais juste préciser, c'est ça, le nivellement n'est pas inclus, pas jusqu'à maintenant, là, mais... En fait, si je peux me permettre, ce qu'on a toujours compris d'entrée de jeu, c'est que l'application du PRMHH excluait toujours les parties agricoles et la partie en culture. Et à tout bout de champ, à un moment donné, on arrivait dans des ateliers de travail où il y avait des interventions qui étaient suggérées, en réflexion ou en discussion, qui amenaient à l'intervention dans la partie en culture. Donc, on demeure un peu inquiet de ce côté-là. On veut juste s'assurer que si le plan ne s'applique pas à la section agricole, bien, assurons-nous-en d'un bout à l'autre. Soyons cohérents là, d'un bout à l'autre, tout simplement. Parfait. Parfait. C'est sûr on prend tout le long de la démarche, on prend en note l'ensemble des interventions. Là, si un intervenant mentionne des propositions dans les champs agricoles, on les note, mais la MRC confirme que ça ne fait pas partie, au même titre que le développement urbain dans un quartier résidentiel existant, les pratiques qui se font au même titre. Donc, c'est tout le temps des pratiques qui peuvent avoir des impacts sur les milieux naturels qui sont pris en compte. Là. Donc, tantôt, on parlait d'agriculture durable. C'est toutes des pratiques qui peuvent être promues, offertes dans des documents d'information, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas d'encadrement réglementaire là, sur l'ensemble des pratiques. Donc, merci beaucoup, M. Abel, de l'avoir précisé. Donc, j'ai bien pris en note définition des termes que vous avez mentionnés tantôt, là, puis précision au niveau des actions dans les champs agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, M. Desilets? Pour faire suite à l'intervention de M. Abel, si j'ai bien entendu, dans les autres MRC, on a exclu la pratique du nivellement dans le document. Est-ce qu'on pourrait faire pareil au niveau de la MRC Nicolette-Yamaska? Dans le fond, on ne l'a pas exclu, ça n'a jamais été question. C'est juste parce que lors d'un comité d'experts, je ne me souviens plus quel intervenant, il faudrait que je réécoute les enregistrements. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je pense que c'est quelqu'un de l'UPA, qui a dit est-ce que cette action inclut le nivellement? Et à ce moment-là, les MRC ont dit non. Mais c'est la seule fois qu'il y a eu mention du terme nivellement par l'entremise d'une question. Mais il n'y a jamais, on n'a pas exclu, il n'y a jamais été question d'inclure le nivellement dans cette pratique-là. Ça n'est pas dans le document. Là. On parle pas dans le plan d'action, on ne parle pas de nivellement. OK. Parce que ça va un petit peu dans le sens que quand, au début, je disais que les bonnes pratiques et puis tout ce qui se fait pour améliorer la qualité de l'eau et les effets sur le reste des milieux naturels, ben, si on veut restreindre des activités, il faut tenir compte des activités qui amènent des gains pour la société. Puis en tenir compte dans les décisions qui seront prises. C'est toujours dans ce sens-là là, que je l'amène. On est plus dans la promotion des bonnes pratiques, les projets d'accompagnement. On est plus dans ce sens-là là, que dans réglementer ou normer ce qui se passe dans le champ. Il y avait d'autres commentaires? Il n'y a pas d'autres mains levées. Là. Ah, M. Abel, oui, votre micro. Ouais, en fait, peut-être juste pour rassurer tout le monde, le poseur de questions, c'est à moi. C'est moi qui ai posé cette question-là, puis je vais être transparent. Le commentaire sortait de la MRC d'Arthabasca, puis il avait été emmené par un professionnel de la MRC. Alors, vous comprendrez que ça m'avait titillé pas mal, cet élément-là. Parce que j'avais bien expliqué à ce moment-là, si tu te rappelles, Andréane, que
de se promener avec une lame niveleuse, une sole, qu'on appelle dans notre jargon à nous. Ce n'est pas nécessairement que pour faire du nivellement. Moi, je fais de la préparation de glisse-semence avec ça chez nous. Alors, à un moment donné, j'avais soulevé l'élément. J'ai hâte de voir comment vous allez définir l'appellation de nivellement du moment qu'on accroche les chaînes. Y a-t-il quelqu'un de la MRC qui débarque chez nous qui va m'exiger un permis de déplacement avec cet outil-là dans le champ? C'est de là qu'était venu le questionnement. Parfait. Donc, merci de la précision, mais effectivement, on a à ce moment-là éteint que ça faisait partie des actions proposées. Madame Dubois? Merci, Andréane. Est-ce que ça serait possible, Andréane, de remettre tout le monde à l'écran, s'il vous plaît? Oui. Merci. Désolée du retard. Cette semaine, c'est une drôle de semaine. J'ai plein d'affaires en même temps, donc j'avais quelque chose avant, mais je tenais quand même à me joindre à vous autres. Puis je vous dirais que pour les élus, là, ce qu'on est en train de faire, cette démarche-là, c'est une démarche vraiment, vraiment importante. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, mais en même temps, soyez assurés qu'on entend les craintes, qu'on entend les subtilités, on entend ce qui vous préoccupe, les partenaires qui sont ici autour de la table. Mais en même temps, je suis heureuse d'entendre qu'on a toutes ces préoccupations-là et ultimement, le plan qu'on est en train de se doter, il va falloir que tous les partenaires y adhèrent, parce qu'un plan auquel les gens n'adhèrent pas, ça ne sera pas possible de le mettre en application. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de trouver l'équilibre, puis de trouver la voie de passage où chacun va être confortable de poser les actions qu'il faut pour lutter contre les changements climatiques, protéger notre eau, puis tout ça. Moi, je vois Claude est là. Les élus, on est porteurs d'une vision. On est porteurs de certains principes, je vous dirais, mais on est loin d'être des spécialistes. Donc, aujourd'hui, ce que vous amenez, pour moi, c'est super important. Puis, croyez-moi, vous ne souhaitez pas que j'intervienne dans chacune des petites actions. Je n'ai pas cette compétence-là, mais moi, je vais m'assurer que la vision qu'on a soit maintenue puis qu'on travaille tous dans ce sens-là. Puis, j'ai entendu beaucoup de préoccupations par rapport au milieu municipal, de la part du milieu agricole. C'est peut-être juste une méconnaissance, mais je veux vous rassurer, là, les élus n'ont pas envie d'un plan qui ne sera pas cohérent. Donc, qui va s'appliquer au milieu agricole, mais qui ne s'appliquera pas au milieu urbain. Donc, ça peut vous rassurer, M. Desilets, entre autres. Là. Je pense que ça va s'appliquer à tout le monde. Puis c'est ce qui va être garant puis ce qui va être gagnant dans l'adhésion de ce plan-là. Moi, je peux jouer un rôle chez nous comme mairesse, on pose des actions. Comme préfète aussi, je peux exercer un certain leadership comme présidente de la table aussi, mais ultimement, chacune des municipalités est souveraine. Et les élus, j'imagine que c'est un peu aussi comme les agriculteurs, ne sont pas nécessairement tous à la même vitesse par rapport à la protection de l'environnement ou par rapport au même niveau. Donc, c'est un défi aussi que le milieu municipal va avoir à résoudre, c'est d'assurer que tout le monde travaille dans le même sens et que tout le monde adhère je vais être fatigante, là, mais que tout le monde adhère à ça. Le changement, ça fait peur, le changement, c'est difficile, mais les municipalités ne seront pas les seules à adapter leur façon de faire. Le milieu agricole va devoir le faire. Les entreprises aussi vont devoir le faire. Il y a un coût à l'étalement, mais il y a un coût aussi à la densification. On a des enjeux d'acceptabilité sociale importants. Quand on veut densifier des milieux, les gens autour se sentent lésés. Donc, je vous le dis, là, ce n'est pas juste les agriculteurs en ce moment qui ont des défis par rapport à ce plan-là. Les municipalités aussi en ont. Et on est prêt à faire face puis à changer nos façons de faire, puis tranquillement, pas vite, à s'adapter. Mais je veux juste quand même vous dire que c'est collectivement là, qu'on va tous y arriver. Je comprends que là, on est dans des étapes puis que ce n'est pas encore parfait, puis il reste du fine-tuning à faire sur certaines actions, sur certains mots peut-être qui peuvent accrocher. On aura d'autres occasions de s'en reparler, mais ultimement, il faudra que tout le monde adhère à ce plan-là. Puis c'était un peu ça que je souhaitais vous communiquer là, en tant qu'élu, mais en tant que préfète aussi de la MRC. Puis, juste pour répondre aux préoccupations, chez nous, petit exemple bien rapide, on vient de travailler à un projet de développement domiciliaire là, qui a quand même, je vous dirais, soulevé pas mal de passion chez nous. Là. Je pourrais avoir facilement une équipe municipale qui se monte contre moi en ce moment là, pour les phases 3 et 4 du Faubourg. Mais on a travaillé le lotissement durable pour s'assurer qu'il y a le moins d'arbres possibles qui sont coupés. Et malgré que le promoteur, ultimement, il souhaite un développement rentable, mais il a accepté de travailler avec nous autres dans ce sens-là. Pour lui, ça génère quelques contraintes,
il est un peu inquiet de vendre ses terrains complètement boisés avec des normes de maintien d'arbres en place dans une bande de protection de 3 mètres, tout ça. Mais il a accepté d'aller dans ce sens-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aussi les promoteurs qui sont en 2021, eux autres aussi, qui connaissent bien la réalité de la protection de l'environnement et qui sont prêts à développer dans ce sens-là si on les accompagne, parce qu'on a beaucoup parlé d'accompagnement. Donc, je pense que soyez assurés que les municipalités vont faire leur part là, dans ce plan-là. Merci beaucoup, Mme Dubois. Donc, on retient bien la volonté de cohérence et de concertation là, importante dans cette vision. Donc, ce qu'on en retient de vos propos, notamment, j'ai peut-être manqué un petit bout, Stéphanie, tu pourras peut-être compléter après le petit bout de Yann, mais notamment, ce qui est revenu souvent, là, c'est la précision des termes inclus au niveau réglementaire, l'importance de ne pas aller au-delà des compétences, là, notamment dans les champs agricoles, promotion des bonnes pratiques qui se fait actuellement. Et toute cette notion de cohérence et de concertation toujours présente là, et à poursuivre, là, qui est importante là, dans le développement réglementaire. Donc, Stéphanie, est-ce que tu voulais rajouter un point là, pour le volet réglementaire? Ce qu'on a parlé, c'était juste de bien comprendre là, au niveau du règlement de déboisement, s'il y avait déjà des visées là, pour les changements. C'est plus en mettant en place le RCI qu'on va pouvoir bien identifier là, les termes là, de chacune des catégories, puis déterminer s'il y aura des changements ou non là, au règlement de déboisement pour correspondre au plan, au PRMHHN. Bien, écoutez, simplement pour remercier les participants, là, je pense que c'était une bonne rencontre. Ça a permis de clarifier des choses, puis d'exprimer aussi des inquiétudes, des attentes, des façons de faire qui vont possiblement nous guider vers l'avenir. Je pense que la démarche, effectivement, oui, effectivement, je peux féliciter là, Andréane et l'équipe du CREC là, qui ont mené à bien l'exercice. Puis, effectivement, encore une fois, le Centre du Québec, on se démarque par nos façons de faire. Puis, je pense que les intervenants ont senti que la MRC prenait en compte leurs préoccupations. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu. Puis c'est sûr que dans le futur plan, bien, ça va s'appliquer. Puis les élus, on est partie prenante de cette démarche-là. Puis moi, j'ai toujours pensé que les impacts de ce qu'on va faire vont être assez grands dans les municipalités, dans les pratiques que les municipalités vont faire dans l'avenir. Puis c'est important, c'est important. Effectivement, le milieu agricole est beaucoup plus sensibilisé au changement climatique puis tout ça, puis fait déjà beaucoup d'efforts. Je pense qu'on a un travail à faire en milieu urbain là, dans les prochaines années. Puis ce plan-là, il était nécessaire vraiment pour aller vers ça. Alors, encore une fois, merci à tout le monde, puis la suite un peu plus tard cet automne. Merci beaucoup.